Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'Agora est heureuse de vous accueillir pour cet événement inédit, un Eurodébat à l'occasion des 60 ans du traité de Rome. Notre conférence se déroulera en 2 temps. Tout d'abord, une discussion d'1 heure avec Pierre Moscovici, puis le débat en compagnie de Nicolas B, Jacques Santerre et Philippe Lamberts. C'est après avoir été diplômé de Sciences Po puis de l'ENA que M. Moscovici choisit la Cour des comptes et se tourne vers le Parti socialiste. En 1990, il devient le plus jeune secrétaire national du PS. Après 2 ans en tant que député européen, il est nommé ministre chargé des Affaires européennes sous Jacques Chirac, puis ministre de l'économie et des finances sous François Hollande. Depuis 2014, il exerce la fonction de commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière. Avant de laisser place au débat, l'Agora souhaite remercier l'EDEC, la régie et l'équipe des appariteurs pour leur aide logistique. L'Agora souhaite également remercier ses partenaires, le Crédit du Nord, la Croix du Nord, Grand Lille TV, Direct Matin, Exco et LDEC France. Je vous prie à présent d'accueillir M. Pierre Moscovici. Bonsoir, Monsieur Moscovici. Bienvenue à l'EDEC et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous laisser la parole, nous allons diffuser une courte vidéo réalisée par le Centre d'information sur les institutions européennes, rappelant le fonctionnement de l'Union. D'avance, pardon pour le ton quelque peu infantilisant de cette vidéo, mais elle a le mérite d'être particulièrement ludique. Je vous souhaite un excellent débat. Comment l'Union européenne prend-elle des décisions ? La prise de décision au niveau de l'Union européenne fait intervenir principalement 6 institutions. La première est le Conseil européen. Il réunit notamment les chefs d'État ou de gouvernement des 28 États membres. Lors de ces réunions en sommet, les dirigeants fixent les grandes orientations générales, donnent l'impulsion et fixent les priorités politiques à l'Union européenne. Ils se réunissent au minimum 4 fois par an. Sur la base de ces priorités, la Commission européenne fait ensuite des propositions de loi dans l'intérêt commun de tous les Européens. Elle est composée d'un commissaire par État membre qui ne représente toutefois pas son pays d'origine. Le texte proposé par la Commission européenne est ensuite débattu, modifié et voté par le Parlement européen qui est composé de 751 députés élus dans les 28 États membres. Ils ne sont pas organisés par nationalité. Ils représentent la voix des citoyens européens et votent les lois en fonction de leurs idées et affinités politiques. Pour être adoptée, la loi proposée ne doit pas seulement être votée par les députés européens, mais aussi par les ministres des États de l'Union européenne. Ces ministres se réunissent au sein du Conseil de l'Union européenne, en fonction du sujet, pour modifier puis voter la future loi. La loi européenne doit être adoptée conjointement par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Mais cela peut nécessiter plusieurs lectures, voire même la réunion d'un comité de conciliation pour trouver un accord. Quand la loi est adoptée par le Conseil de l'Union européenne et les députés européens, elle est transmise à la Commission européenne qui doit veiller à son exécution par tous les États membres. La Cour de justice de l'Union européenne vérifie ensuite que tous les pays de l'Union européenne appliquent la loi. La Cour des comptes européenne contrôle les finances de l'Union européenne. Bonjour à tous. Bonjour à vous, Monsieur Moscovici. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre tribune pour ouvrir cet Eurodébat qui est réalisé en partenariat avec le mouvement européen et qui s'inscrit donc dans le cadre de la semaine des 60 ans du traité de Rome. Il aura 3 objectifs principaux.
éclaircir ce qu'est la construction européenne et ce qu'elle est devenue. Pourquoi l'Europe? Analyser ce qui a été fait en bien et en mal, mais aussi discuter de vos solutions pour faire avancer cette Europe. Bonjour Monsieur Moscovici. Donc avant de vous poser une question, je vais commencer par planter un peu le décor afin de décrire les différents objectifs des pères fondateurs. Donc l'Europe, il va normalement s'afficher une slide sur les grands objectifs. Par ailleurs, l'Europe est ainsi un projet politique qui doit amener la paix, une paix fondée sur la solidarité économique et sur un développement social durable. L'un des principaux buts de cette union économique et monétaire est de renforcer la coordination des politiques économiques et en assurer leur convergence, visant ainsi à réduire l'inflation, les taux d'intérêt, les fluctuations d'échange et à limiter les déficits de la dette publique. Mais aujourd'hui, dans un contexte de Brexit, de montée de l'euroscepticisme et d'instabilité tant politique qu'économique, l'Europe semble être dans une impasse en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a publié son livre blanc qui présente à la fois les limites actuelles de l'Europe et les 5 chemins possibles pour relever cette Europe chancelante. Avant d'énoncer donc dans le détail ces 5 voies, est-ce que vous pouvez décrire les principales dérives de l'Europe actuelle ? D'abord, bonjour. C'est la 3e fois que je viens ici à l'EDEC, je pense. Et j'y viens toujours avec plaisir. Là, maintenant, j'y suis en plus venu en voisin, puisque maintenant, je suis à la Commission européenne. Je fais partie de ces gens qui ont fait le tiercé dans le désordre, c'est-à-dire qui ont été dans les 3 grandes institutions du triangle institutionnel. J'ai été parlementaire européen pendant 6 ans. J'ai été membre du Conseil, donc ministre pendant 7 ans. Maintenant, me voilà commissaire pour 5 ans. Et je ne vais pas parler de dérive, parce que je pense que partir comme ça, c'est déjà jeter un éclairage un peu sombre sur l'état de l'Union européenne. Elle va avoir 60 ans. Et moi, je trouve qu'elle doit d'abord commencer par être fière de ce qu'elle a fait, qui ne suffit plus à convaincre la jeunesse, qui ne suffit plus à entraîner, mais qui est essentiel. La paix. Imaginez que sur ce continent qui a été ravagé par 2 guerres mondiales, ça fait maintenant plus de 70 ans que nous vivons en paix, que ça fait 60 ans que ce projet de paix a permis de réconcilier la France et l'Allemagne qui s'étaient battues au prix de millions de morts. Alors évidemment, pour un jeune, c'est un peu un langage abstrait puisqu'il n'imagine pas que la guerre puisse exister. Mais si, la guerre, elle existe toujours. Le président François Mitterrand avait dit à Strasbourg, le nationalisme, c'est la guerre, je continue de penser ça. La prospérité, c'est vrai que nous avons connu une crise économique depuis 2008, mais nous sommes quand même encore à 28, et à 27, nous n'en serons pas loin, la première économie du monde. Et nous avons un des niveaux de vie les plus importants du monde. Et 70% de nos échanges économiques se situent dans le cadre de l'Union européenne. Je pourrais aller plus loin et dire que l'Europe s'est réunifiée. Pour des gens qui ont plus de 30 ans, l'idée que le mur de Berlin pourrait tomber, que l'Union soviétique, ça ne dit plus grand-chose à beaucoup de gens, mais devait rester, c'est terminé. Un Polonais, un Bulgare, un Roumain, aujourd'hui c'est un Européen. Et c'est un Européen dans le cadre de cette Europe unie. Et puis enfin, dernier accomplissement que je voudrais citer, c'est l'euro. Imaginez que nous aurions à 19 États membres, qui représentent 85% du PIB de l'Union, une monnaie unique. Là aussi, c'était incroyable. Mais j'en viens quand même aux problèmes, je ne les ignore pas. Nous avons d'abord la crise économique, sociale. Elle est, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, terminée. Nous sommes maintenant dans la 5e année consécutive de croissance, avec une croissance qui commence à devenir assez costaud, un 6, un 8, un 9. C'est pas assez. Mais elle a laissé des dégâts sur le territoire, des dégâts économiques, des dégâts sociaux, à commencer par le chômage, autour de 10% dans l'Union européenne, qui baisse, mais qui baisse trop lentement. Deuxième problème que nous connaissons, ce sont les crises migratoires. Et les crises migratoires avec la crise des réfugiés, qui là aussi a baissé en intensité, mais qui a marqué les années 2015 et 2016, et qui a donné le sentiment à certains que cette Europe, elle était non seulement ouverte, mais trop ouverte. Il y a les défis du terrorisme. Aujourd'hui, j'étais ce matin à la Commission européenne, nous avons fait une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en Belgique, il y a 1 an exactement, des victimes. Et il y a eu des victimes aussi à la Commission européenne. Et ça, on doit tous avoir ça à l'esprit, cette menace terroriste. Là, en arrivant, je voyais qu'il y avait eu à Londres, devant le Parlement, une attaque dont je
ne peut pas la caractériser, j'ai juste lu quelques dépêches. Mais enfin, le danger terroriste, il est présent, il est très présent dans toute l'Europe. Et puis, il y a les menaces structurelles, comme le Brexit. Le départ d'un État membre, ça va être un choc. Ça va être une négociation extrêmement longue, compliquée, serrée. On en parlait ce matin aussi à la Commission avec Michel Barnier, qui a été mon prédécesseur comme commissaire français et qui est maintenant chargé de la négociation. Et enfin, il y a les défis extérieurs. Quand vous avez un président des États-Unis qui s'appelle Donald Trump, qui ne cesse de dire que le Brexit est merveilleux, qu'il faudra limiter, qui reçoit Madame Merkel, les images que j'ai vues n'étaient pas extraordinairement chaleureuses pour ceux d'entre vous qui les ont aussi vues. Voilà, si je vous fais ça et que je vous tends la main et que vous faites semblant de ne pas me voir, vous allez, bon, je vais vous trouver désagréable. L'inverse aussi, d'ailleurs. Donc, c'est pas extrêmement bien parti. Donc, il y a quand même l'idée là de diviser l'Europe et puis de ne plus penser au multilatéralisme, à la lutte contre le changement climatique, le réchauffement climatique. Bon, et puis vous avez Poutine de l'autre côté, avec là aussi une volonté de rectifier les frontières, y compris peut-être un jour les frontières européennes. Et dans cette situation-là, en effet, il faut penser à l'avenir, d'où le livre blanc, et se dire qu'est-ce qu'on fait pour les 60 ans qui viennent, pour que l'Europe, sur la base de ses réussites, mais dans la conscience et la lucidité de ses problèmes, soit capable d'avoir un nouvel avenir. Et moi, j'y crois plus que jamais. On va justement revenir sur le livre blanc. Donc, on a un document visuel qui devrait s'afficher. Dans ce livre blanc que la Commission européenne a publié, vous développez 5 scénarios d'évolution possible pour l'Union européenne qui vont d'une union réduite à un marché commun jusqu'à la construction d'une Europe fédéraliste réunie par les mêmes normes sociales et une défense commune. Pouvez-vous nous les expliciter, nous les faire comprendre ? Alors, la Commission européenne a voulu avoir recours à cette méthode des scénarios. Pourquoi ? Parce que souvent, on nous reproche d'arriver avec un scénario tout fait, qui en général est le scénario optimiste, en disant l'Europe est formidable, voilà ce que vous devez faire. Et on reproche à la Commission d'être, entre guillemets, européiste. Moi, je ne suis pas européiste, je suis européen. Je ne suis pas eurobéa, je suis eurovolontaire. Et donc, nous avons choisi une méthode qui consiste à dire, honnêtement, il y a plusieurs chemins, et c'est à vous de choisir. On a travaillé collectivement pour en définir 5, mais il peut y en avoir un 6e. Et je pense qu'en réalité, à la fin, on suivra un chemin qui emprunte à tout cela. Alors, si vous voulez que je les parcours, continuité, c'est simple, on continue à faire ce que nous faisons. Le risque, c'est le statu quo. Et j'ai tendance à penser que le statu quo, au final, est mortel, que les Européens n'en sont pas satisfaits, qu'ils ont envie soit de moins, soit de plus, soit d'autre chose. Mais enfin, il est toujours possible de continuer en estimant que tout va bien, Madame la Marquise. Ce n'est pas mon cas. Je pense qu'il faut quand même des modifications substantielles dans la construction européenne. Rien d'autre que le marché unique. L'Europe est une construction économique, c'est une construction sociale, c'est une construction politique, elle a aussi des dimensions fiscales, elle a toute une série de dimensions diverses. Elle commence à penser à sa politique étrangère, à sa politique de sécurité. Et au fond, l'idée, c'est qu'on laisse tomber tous les aspects qui ne sont pas les aspects marché, et d'une certaine façon qu'on revient en arrière à ce que nous étions quand nous étions le marché commun. Qu'est-ce que nous perdons là-dedans ? Quelque chose qui, pour moi, est décisif, qui est le sens de l'union politique. Et c'est la raison pour laquelle ce scénario n'a pas, vous l'avez compris, ma sympathie. Pas davantage que le premier. Le premier, pourquoi pas, mais je pense qu'il n'est pas efficace. Mais là, ce que je donne, ce sont mes idées personnelles, bien sûr. Troisième scénario, ceux qui veulent faire plus font plus. Europe à géométrie variable ou à plusieurs vitesses. Je dis ou à plusieurs vitesses, parce qu'Europe à géométrie variable et Europe à plusieurs vitesses, ça n'est pas la même chose. En quoi ? Si vous dites Europe à plusieurs vitesses, c'est qu'il y en a qui sont dans le wagon de tête et d'autres qui sont dans le wagon de queue. Quand vous avez un championnat de foot, ceux qui sont en première division, ils restent pour les premiers, et puis les 3 derniers descendent en Ligue 2. Et les 3 derniers premiers de la Ligue 2 montent en Ligue 1. Là, il n'y a pas moyen objectif de voir qui est en première division ou pas. Et forcément, ceux qui sont dans la deuxième vitesse se sentent largués et ne l'acceptent pas. Je ne crois pas à l'Europe à plusieurs vitesses.
Je crois en revanche davantage à l'Europe à géométrie variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a les éléments qu'on fait ensemble, notamment le marché. Ça, par définition, un marché, vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans. Et si vous n'êtes pas dans le marché commun, si vous n'êtes pas dans le marché intérieur, avec toutes ces libertés, ça c'est ce que nous disons aux Britanniques, circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services, vous n'êtes pas dans l'Union européenne. Mais au-delà du marché que tous partagent, on n'est pas obligé de tout faire du même rythme. Je vais prendre 2 ou 3 exemples, parce que ça existe déjà d'une certaine façon. L'euro, nous sommes 19, pas 27. Donc, il y a les 19 et les 8 autres. Il faut que ce soit ouvert, parce que ça doit toujours être, comme on dit, inclusif. Mais il ne faut pas se priver d'avoir l'euro, parce que tout le monde n'y est pas. Deuxième exemple, Schengen, les frontières, la gestion des frontières. Il y a des pays qui sont dans Schengen, il y a des pays qui ne sont pas dans Schengen. Je suis venu de Bruxelles en voiture, parce que j'avais une réunion du collège, donc il n'y avait pas de train à cette heure-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé une frontière. Je l'ai passé sans la voir. Si je vais prendre mon Eurostar, là, je vais passer une frontière, on va me demander d'arriver 45 minutes avant, on va me contrôler comme dans un aéroport à Mexico ou à Washington. Bon, voilà. Donc tout le monde n'est pas dans Schengen. Même chose pour la défense européenne, voire pour la fiscalité. Je pense qu'en vérité, c'est une Europe pragmatique, là. Ça permet aux États membres qu'ils souhaitent d'avancer ensemble dans certains domaines. Il ne faut pas perdre de vue l'unité. Donc je pense que ce scénario, de toute façon, va être présent, mais va être présent avec d'autres. Restent les 2 derniers. Faire moins de manière plus efficace. Ça, c'est la thèse de ceux qui trouvent que l'Europe en fait trop et qui disent on va rapatrier des compétences nationales. Autrement dit, je ne sais pas, voilà, la défense, c'est uniquement pour les États. La politique étrangère, on ne va quand même pas confier ça à des Européens parce que c'est trop sérieux. L'éducation, on commence à faire quelque chose, mais on va le laisser aux États, etc. Ce scénario-là n'a pas non plus ma sympathie. Il n'a pas ma sympathie parce que je pense que quand on commence à détricoter l'Europe, en réalité, on entame sa défaisance. Enfin, il y a le dernier scénario, faire beaucoup plus ensemble. C'est le scénario du sursaut. C'est dans tous les domaines qui sont les nôtres, y compris l'éducation, y compris le social, y compris le fiscal, y compris la politique étrangère, y compris la défense, avancer de manière beaucoup plus ambitieuse. C'est le scénario du souhaitable. Je ne pense pas que ce soit non plus le plus probable, parce qu'il faut pour ça une volonté politique partagée. Voilà, j'ai essayé de vous les présenter. Vous avez compris que ma sympathie à moi, mon choix, ce serait un scénario qui serait entre le 5e, faire beaucoup plus ensemble, et le 3e, faire plus à quelques-uns, si tout le monde ne souhaite pas faire toutes les choses ensemble. Tout d'abord, merci pour cette brève présentation. Mais vous parlez donc effectivement de cette Europe à géométrie variable plutôt qu'à cette Europe à plusieurs vitesses. Mais est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une nouveauté, concrètement, comment à l'avenir on va pouvoir mettre en place cette Europe à géométrie variable? Je vais prendre 3 exemples, parce que j'ai cité effectivement des choses qui existent déjà pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'Europe à géométrie variable, puisque en pratique, on fait déjà, comme M. Jourdain, de la prose sans oser le dire. Mais il y a des choses à ajouter. Premier exemple, c'est la défense européenne. Je pense qu'il est temps maintenant que les Européens travaillent sur leur défense. On a une campagne présidentielle, ce n'est pas un mystère, et dans cette campagne, ceux qui veulent être chefs d'État, donc chefs des armées, doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire pour les armées du pays. Oui, il faudra augmenter notre dépense militaire. L'idée de la porter à 2%, alors à quel moment, dans quelles conditions, me paraît un objectif souhaitable. Les armées le souhaitent parce qu'elles en ont besoin. Et pourquoi? Parce que les menaces ne baissent pas, mais les alliés commencent un peu à se désintéresser du continent. Je ne sais pas jusqu'où M. Trump poursuivra dans son idée que l'OTAN est une organisation obsolète, mais il est clair, que ce soit lui ou ses successeurs, les Américains seront moins présents pour la défense de l'Europe, alors que l'Europe ne sera pas moins menacée qu'hier. Donc il faut qu'on se protège. Mais là, on va tomber sur un paradoxe qui est que tous les pays n'ont pas une défense nationale puissante, tous les pays n'ont pas un budget de défense important, tous les pays n'ont pas l'idée qu'il faut une défense, certains sont des pays neutres, et donc la défense européenne probablement
on la fera aussi à quelques-uns avec, au cœur, la France, puisque c'est elle qui restera, après le départ du Royaume-Uni, comme la puissance militaire. Deuxième exemple, la fiscalité. Je suis commissaire à la fiscalité. Pour adopter des mesures fiscales en Europe, c'est la croix à la bannière, parce qu'on a besoin de l'unanimité à 28. L'unité à 28 sur les impôts, c'est impossible, la plupart du temps. Même si en ce moment on fait beaucoup de choses en matière de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, on ne va pas pouvoir tout construire ensemble. Alors pourquoi ne pas agir à quelques-uns? Je vais prendre là aussi un exemple de ce qu'on essaye de faire. Une taxe sur les transactions financières, la taxe Tobin. Vous savez, ponctionner les transactions financières pour financer le développement ou la lutte contre le réchauffement climatique. On a essayé de le faire à 28, ça n'a pas marché. En ce moment, on essaie de le faire à 10. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas d'autres types de dispositions? Et je pense que la même chose peut aussi se concevoir en termes d'Europe sociale. Voilà, je vous donne quelques exemples de géométrie variable, non pas existante, mais du futur. Peut-être une question sur l'Europe de la défense. Dans un contexte de Brexit, est-ce que l'Europe de la défense est réellement envisageable sans le Royaume-Uni, finalement? L'Europe de la défense, au sens de l'Union européenne, est envisageable par définition sans le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni choisira d'être dehors, parce qu'il ne faut pas se tromper. On peut le regretter, on peut avoir de la nostalgie, tout ce que vous voulez, mais ça va se faire. Le Brexit aura lieu. Et comme le disait Michel Barnier ce matin à la Commission, le 29 mars 2019, c'est terminé. Quoi qu'il arrive. Alors, soit avec un accord, soit sans accord. De préférence avec un accord, et nous allons tout faire pour cela. Mais retenez cette date. 29 mars 2017, on lance ce qu'on appelle l'article 50, la semaine prochaine. Non, c'est il y a quelques semaines. Et 29 mars 2019, on termine. Fini. Non, il y a bien la semaine prochaine. Terminé. Terminé. Et donc ça, il faut être conscient de ça. Après, la Grande-Bretagne ne sera plus un pays membre de l'Union européenne, mais ce sera un pays européen. Et donc, nous allons avoir, avec la Grande-Bretagne, des coopérations de défense. Et prenez le cas de la France. Moi, j'étais ministre des Finances jusqu'en 2014, et nous avons, la France, là je vais parler comme français, même si on ne représente pas notre pays à la Commission, mais on en vient quand même, et on ne l'oublie pas, eh bien la France a signé avec la Grande-Bretagne des accords, les accords de Lancaster House, en 2011, qui sont de très bons accords qu'il faudra poursuivre. Et moi, je plaiderai pour que l'Europe de la défense soit associée étroitement au Royaume-Uni, que d'une certaine façon, ils y soient quand même, oui. Quels sont ces accords, monsieur, en fait? Pardon? Quels sont ces accords? Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement? C'est des accords en matière de coopération de défense, de coopération industrielle, d'échange d'informations qui font que les défenses britanniques et françaises sont en réalité extrêmement liées. Ça pouvait aller d'ailleurs jusqu'à la construction de porte-avions. Vous êtes un fervent défenseur de l'euro, il me semble. Oui. En 2016, Joseph Stiglitz a publié un ouvrage intitulé « L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe ». Il y dénonce l'hétérogénéité des développements économiques des pays européens. Il y dénonce le manque de mobilité du facteur de production en Europe. Et il y dénonce également des transferts de capitaux assez particuliers, puisque allant majoritairement des pays européens les plus pauvres vers les pays européens les plus riches, il montre alors que l'euro n'est pas une zone monétaire optimale, et préconise, lui, de créer 2 voire 3 euros, un euro du Sud, un euro du Nord, un euro de l'Ouest, un euro de l'Est, par exemple. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est une solution envisageable, et est-ce que cela a un sens? J'ai eu ce débat avec Joseph Stiglitz à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était à Davos, vous savez, ce sommet économique. Et je pense qu'il y a des points d'accord et des points de désaccord. Je vais commencer quand même par l'essentiel, qui est le point de désaccord. Je suis favorable à l'euro. Je pense qu'on ne doit pas abandonner l'euro. Je pense qu'on ne doit pas partager l'euro. Et je ne sens absolument pas l'idée d'un euro du Nord, d'un euro du Sud. Je ne parle pas de l'Est, de l'Ouest, parce que là, ça n'a plus aucun sens. Disons, contentons-nous du Nord-Sud. Pourquoi? Parce que Joseph Stiglitz sous-estime les bienfaits de l'euro, que les Français perçoivent de manière intuitive. Ils sont à 72% attachés à l'euro. Le sondage d'il y a 2 semaines. Les Européens sont à 70% attachés à l'euro. Les Grecs, qui pourtant pourraient dire tout ça, ça nous a coûté très cher, sont à 75% attachés à l'euro. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que l'euro représente une protection
une garantie de stabilité, une unité de taux d'intérêt, des taux d'intérêt extrêmement bas, donc des coûts qui sont extrêmement faibles, et donc l'euro est profitable. L'euro nous protège. Et ça, il faut en être tout à fait conscient, et il ne faut surtout pas l'abandonner. Et donc cette stabilité, cette protection, ce niveau bas de taux d'intérêt, le fait d'avoir une banque centrale indépendante et commune, ça nous a apporté énormément. Moi, je me souviens, quand j'étais haut fonctionnaire dans une vie antérieure, au début des années 90, je dirigeais ce qu'on appelle le service du financement au commissariat au plan, qui était l'organe qui réfléchissait à l'économie à long terme. À l'époque, nous avions une politique qui était dite la politique du franc fort. Nous voulions aligner notre monnaie sur celle de l'Allemagne, le Deutschmark. Ça nous coûtait un delta de 500 points de base. Énorme. Et si demain nous n'étions plus dans l'euro, on reviendrait à nos fondamentaux. Et je crains fort que nous ayons à subir cela. Donc ça, Stiglitz le néglige. Comme il néglige le fait que globalement, nous sommes un système où la protection sociale est élevée. Où a-t-il raison? Et où suis-je d'accord avec lui? Ce qui me permettra d'avoir une conclusion différente de la sienne. Il a raison sur le fait qu'il y a trop de divergences nord-sud en Europe, qu'il y a un sentiment que les transferts se font dans la mauvaise direction, des plus pauvres vers les plus riches, où il demande qu'il y ait plus de solidarité européenne, où il veut que les déséquilibres macroéconomiques soient résorbés. Des déséquilibres, il y en a. Prenez le cas de la France, 50 milliards d'euros de déficit commercial. Prenez le cas de l'Allemagne, 250 milliards d'euros d'excédent. Déficit budgétaire, la France, maintenant à peu près 3, un petit peu moins. L'Allemagne, moins 0,5. L'Espagne, 4,5. Conclusion, il faut que les pays qui ont des marges de manœuvre budgétaires, des marges de manœuvre en termes d'excédent courant, acceptent d'investir plus pour eux-mêmes et pour le compte des autres. Alors donc, ma conclusion, elle est différente de celle de Stiglitz, en ce sens que je lui dis non, il ne faut pas démanteler l'euro. Mais là où je le rejoins, c'est que je dis qu'il faut compléter l'euro en réduisant les divergences. Et ça passe à mon avis par un budget de la zone euro qui soit consacré à l'investissement. Mais il est quand même difficile d'investir dans d'autres pays ou dans d'autres startups. Donc, par exemple, c'est le plan Juncker. Mais il est quand même difficile d'investir à long terme pour des pays même qui ont une marge budgétaire, comme vous le dites, étant donné qu'ils ont quand même le problème du seuil de 60% de la dette publique, qui représente 60% de son PIB, en fait. Par exemple, en France, nous en sommes à 97%. Au niveau européen, nous en sommes à 85%. Comment investir alors que nous n'avons pas de marge de manœuvre, en définitive? D'abord, le seuil, le critère de la dette, est un critère qui n'est respecté par personne, en vérité. Vous dites normalement qu'il faudrait absolument le respecter. L'Allemagne en est à 65%. Dans la théorie, tout le monde doit être à 60%. L'Allemagne est à 65%, la France est à 97%, la moyenne est légèrement en dessous de 90%. Il y a quelques pays qui sont à 30%, mais enfin, c'est les pays nouveaux entrants. Je n'ai plus en tête l'Estonie, la Lituanie, mais parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'accumuler un stock de dette. Et donc, ce qu'on s'efforce de faire, c'est de casser la dynamique de la dette. Et je le dis, par exemple, pour la France, ce ne serait pas responsable d'avoir une dette qui s'envole au-dessus de 100%, parce que quand vous avez beaucoup de dettes, il faut la rembourser. Donc vous avez un service de la dette qui coûte cher dans le budget, ce qui vous empêche d'investir précisément. Plus vous dépensez d'argent pour rembourser votre dette, moins vous en avez, compte tenu du fait qu'on ne peut pas non plus avoir des déficits qui décollent pour l'université, pour l'emploi, pour la sécurité, pour la justice. Donc il faut bien se désendetter. Mais il se trouve que certains pays ont des capacités d'investissement. En soi, les excédents courants peuvent être investis, les excédents budgétaires peuvent être investis. Et donc, je pense que c'est bien, non pas des transferts, mais des efforts de solidarité, des efforts de partage qu'on peut faire. Et par ailleurs, des ressources, on peut aussi en trouver sur les marchés. Vous parliez du plan Juncker. Le plan Juncker, qu'est-ce que c'est? C'est un plan de 315 milliards d'euros que cette commission a décidé, d'où son nom, le plan du Juncker, du nom du président de la commission, début 2015. Et on l'a mis en place en septembre 2015. 315 milliards d'euros sur 3 ans, donc jusqu'à la mi-2018. On est maintenant pas loin de la mi-2017. Il y a déjà 180 milliards d'euros d'investissements Juncker qui ont été décidés. Pour la France, on est probablement à peu près à 20 milliards d'euros, ce qui est considérable. Et vous parlez de start-up, ça peut être à la fois des grands projets d'infrastructure et des projets de start-up. Comment est-ce qu'on a fait? On a mis peu d'argent public. Il ne faut pas toujours penser que l'investissement égale argent public. On a mis de tête
5 milliards d'euros du budget de l'Union européenne et 16 milliards d'euros de la Banque européenne d'investissement. Sur l'inverse, plutôt l'inverse, je crois. 16 milliards d'euros du budget, 5 milliards de la BEI. Et à partir de ça, on a créé un effet de levier en créant un fonds, le Fonds stratégique d'investissement. Ce fonds lui-même, après, avec un multiplicateur, génère des investissements et ça fonctionne. Il ne faut pas imaginer qu'investir, c'est forcément du public, que ça coûte forcément très cher. Ce n'est pas exact. Surtout qu'on a des institutions comme la Banque européenne d'investissement, qui sont des institutions AAA, qui empruntent sur les marchés à des taux extrêmement faibles. En matière d'endettement, un exemple plutôt frappant est la Grèce, vous l'avez évoqué, un endettement qui s'élève à environ 175% de son PIB. Lundi, l'Eurogroupe s'est réuni et a décidé de perpétuer cette politique d'austérité budgétaire en échange de prêts. Mais aujourd'hui, on voit une Grèce en difficulté à la fois sur le plan du chômage, 25%, chômage des jeunes qui explose. On voit aussi une mortalité infantile qui a doublé depuis 2005. L'austérité, mais à quel prix finalement? Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais peut-être un tout petit peu rectifier dans ce que vous avez dit. Première chose, austérité et crise. Est-ce que c'est l'austérité qui crée la crise ou est-ce que c'est la crise qui crée l'austérité? La plupart des experts aujourd'hui reconnaissent que l'entrée de la Grèce dans la zone euro, c'est pas faite dans de bonnes conditions, que le système financier, que les comptes publics, que le système administratif de la Grèce, que le système économique de la Grèce n'était pas solide, reposait en partie sur des fictions. Et c'est bien parce qu'il y a eu des déséquilibres en Grèce massifs qu'on a été obligé de rectifier la situation, de demander aux Grecs de faire des réformes, douloureuses sans doute, mais nécessaires. Je vais prendre un exemple. Le système des retraites en Grèce représente 17% du PIB. Dans l'Union européenne, c'est 13% du PIB. Vous ne pouvez pas avoir une économie qui est insérée dans un ensemble, qu'elle soit d'ailleurs dans la zone euro ou pas, avec de telles disparités. Vous êtes bien obligé de faire aussi des réformes du marché du travail, sans qu'on est totalement rigide. Donc ils ont dû simplement adapter leur économie. Et par ailleurs, comme la dette était à un niveau explosif, il a fallu quand même, ils n'y sont pas encore, revenir à des taux de déficit qui sont plus raisonnables. Ils sont maintenant vers 3%, mais ils ont été à des 10, etc. Et donc, il y a eu austérité, il y a sûrement eu des erreurs, mais c'est quand même parce qu'il fallait reconstruire un système économique et de finances publiques qui soit un minimum viable. Après, non, nous n'avons pas décidé de prolonger l'austérité lundi. Là, à l'heure où je vous parle, il y a à Bruxelles des discussions qui se tiennent avec la Grèce, avec le Fonds monétaire international, avec la Banque centrale européenne, avec la Commission. Je représente la Commission dans les négociations avec la Grèce. Et on essaie de trouver la voie pour avoir à la fois des nouvelles réformes qui tiennent la route, mais aussi des mesures positives sur l'emploi, des mesures positives pour la croissance, qui permettent d'avoir un déboursement de plusieurs milliards d'euros pour alimenter la Grèce en liquidité. Et enfin, sur cette base-là, que j'espère, on doit pouvoir avoir de nouvelles mesures d'allègement de la dette, parce qu'il faudra alléger cette dette. Mais le problème de l'allègement de la dette grecque, c'est qu'il y a une chose qui est impossible pour les États membres, parce que ce sont eux qui sont les créditeurs de la Grèce. Ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire l'idée, on annule la dette purement et simplement. Vous parlez de Stiglitz et d'autres, leur thèse, c'est on annule. Mais si vous annulez la dette, c'est à peu près 50 à 60 milliards sur l'Allemagne, 40 à 45 sur la France. Ça veut dire qu'à peu près, c'est 1 000 euros par personne. Et les États membres ne sont pas prêts à le faire. Et dès lors, c'est d'autres mesures que des haircuts qu'il faut trouver. On y travaille, notamment avec le Fonds monétaire international. Mais peut-être sans. Mais moi, je suis contre l'austérité en Grèce, complètement. Je pense qu'au contraire, il faut maintenant avoir des réformes de croissance et des politiques de croissance qui permettent au pays de sortir de cette spirale infernale. J'y vais 3-4 fois par an, et c'est vrai que c'est tout à fait désolant et inadmissible. Les efforts, il fallait les faire. Après, à un moment donné, il faut voir la lumière au bout du tunnel. Mais sans aller forcément jusqu'à l'annulation de la dette, en 1953, l'Allemagne a répudié une partie de sa dette. Et pourtant, aujourd'hui, elle est intransigeante envers la Grèce. Moi, je souhaite toujours, et j'y travaille pour que l'Allemagne soit moins intransigeante envers la Grèce,
Mais être moins intransigeant avec la Grèce ne signifie pas non plus accepter un haircut. Ça, je peux comprendre. J'étais ministre des Finances avec Wolfgang Schäuble, que je connais bien. Et comme ministre des Finances français, j'étais pas non plus pour un haircut. Parce que vous avez comme derrière ça des problèmes de finances publiques et de finances privées qui sont posés. Mais alléger la dette, faire en sorte que la courbe soit une courbe fortement descendante. Vous avez des moyens pour ça. Vous pouvez, je ne veux pas être technique, étendre les maturités des prêts, diminuer le taux d'intérêt, allonger encore l'horizon des prêts. Vous avez toute une série de mesures de court terme et de moyen terme qui permettent d'alléger substantiellement le fardeau de la dette et qui sont en fait, je ne devrais pas le dire, j'imagine qu'il y a des journalistes dans la salle, mais enfin, en pourcentage, c'est pas très très différent d'un haircut à la fin. Disons qu'un haircut, ça peut faire 15% d'allègement, et on a moyen d'avoir des mesures qui arrivent à 12-13%. Vous avez parlé tout à l'heure de mesures positives sur l'emploi. Les citoyens européens réclament moins d'inégalités et plus une Europe sociale en quelque sorte. Donc quelles sont ces mesures positives sur l'emploi, sur le social? Alors, je ne confonds pas d'abord l'emploi et le social. L'économique et le social, ils vont ensemble, mais je pensais beaucoup à l'économique. J'ai d'abord tendance à dire que la première des choses que nous devons faire, c'est de muscler l'investissement. Quand je regarde je voyais hocher la tête tout à l'heure avec un air moyennement emballé quand je disais que la croissance était là. 1,6, 1,8, c'est pas assez. Alors quels sont les moteurs de la croissance européenne? C'est la consommation, pour l'essentiel. C'est le commerce extérieur. On est quand même une zone fortement excédentaire. Pas la France, mais la zone euro dans son ensemble. Mais le moteur qui ne marche pas, et qui est celui qui est le plus créateur d'avenir, c'est l'investissement. Donc il faut non seulement faire du Juncker, mais il faut faire du Juncker plus longtemps, il faut faire du Juncker plus, et il faut en plus avoir un budget de la zone euro qui permette d'investir. C'est la base. Deuxième chose, il faut investir dans l'humain. Pas seulement investir dans des infrastructures, mais investir dans la capacité à se former à tous les âges de la vie. Avant de venir ici, j'ai été dans 2 lycées professionnels. J'ai vu des jeunes qui étaient en bac pro, qui étaient en décrochage, qui bénéficiaient de fonds européens qui leur ont permis d'accéder à nouveau à l'emploi, à l'alternance, en Erasmus. Donc le capital humain doit être vraiment une priorité d'investissement pour l'Union européenne. Et tout ça doit être tourné vers quoi? Vers plus de croissance, d'où, je le répète parce que j'y crois beaucoup, mon idée de budget de la zone euro. Et puis derrière tout ça, il y a le social. Le social, on a une limite dans cette affaire, qui est la même que pour le fiscal, c'est que l'Europe a peu de compétences sociales, et qu'en plus, les décisions en matière sociale doivent être prises à l'unanimité des 28. Ce qui complique la tâche, parce que les systèmes sociaux ne sont pas les mêmes, comme les systèmes fiscaux d'ailleurs, et tout le monde n'a pas envie de concéder, de reculer, de s'effacer sur son système social. Conclusion, l'Europe sociale demeure faible, trop faible, beaucoup trop faible. Alors, que faire? D'abord, avoir un socle européen de droits sociaux. Deuxièmement, je pense qu'il y a des secteurs où il faut absolument avancer. Je pense à la directive sur les travailleurs détachés. On ne peut pas garder des inégalités dans les calculs des cotisations sociales pour des travailleurs qui viennent sur notre sol avec les systèmes sociaux des pays d'origine. Il faut aller vers le principe du pays de destination, avec un objectif simple, c'est un travailleur égal, salaire égal. Je sais que dans cette région, on applique la clause Molière. Je suis modérément excité par ça. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce qu'est la clause Molière? C'est de faire en sorte que quand on recrute quelqu'un, on lui demande soit de posséder la langue, soit de l'apprendre. La mobilité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis si on a une clause Molière, on va avoir une clause Goethe ou Schiller, une clause Cervantes. Et puis à la fin, on va se retrouver dans le protectionnisme économique. Je préfère nettement qu'on amende la directive sur les travailleurs détachés. Vous allez dire que j'aime pas l'Allemagne, mais on voit que l'Allemagne a aujourd'hui des excédents commerciaux de 250 milliards d'euros. Vous parliez d'investissement. Est-ce que c'est pas aujourd'hui son rôle à l'Allemagne d'investir dans les pays européens qui sont ses partenaires finalement? Je pense l'avoir dit, mais je pense qu'il faut sans doute que cela passe par, non pas un écran, mais une structure qui soit commune. C'est encore une fois ce budget de la zone euro. Pour revenir en fait à la défense, parce que nous sommes passés assez vite sur ce sujet,
comment comptez-vous arriver à faire de l'Europe une puissance de défense? Parce qu'on va se retrouver en fait entre les États-Unis qui vont en fait nous délaisser, visiblement c'est ce qui se passe un peu avec l'OTAN, et la Chine et la Russie. On peut voir d'ailleurs qu'en 2045, le budget destiné à la défense pour les États-Unis et pour la Chine seront de, je crois, 1300 milliards, pardon, excusez-moi, 1300 milliards de dollars, alors que l'Europe, plus exactement en fait la France et le Royaume-Uni, n'en seront qu'à 100 milliards. Donc comment comptez-vous en fait arriver à redonner un souffle à l'Europe? D'abord, il faut sans doute conforter chacune de nos défenses nationales. Et je parlais d'augmenter l'effort de défense à 2%. On ne peut pas en faire un critère comme l'appartenance à la zone euro, mais je pense que ça doit être un objectif partagé par tous. Deuxièmement, je pense qu'il faut commencer par des choses très pragmatiques. Par exemple, la Commission va proposer de créer un fonds pour la recherche, l'innovation en matière technologique, de rapprocher les commandements, les états-majors, et commencer par des choses finalement assez modestes, plutôt de l'ordre de 500 millions à 1 milliard d'euros. Après, une fois qu'on a ça, il y a quand même un ingrédient qui est essentiel et qui doit venir des États membres eux-mêmes, on en revient au scénario, c'est la volonté politique. C'est à un moment donné de se dire, on fait plus ensemble. Donc on est quelque part toujours entre mon scénario 3 et mon scénario 5. Ceux qui veulent faire plus avancent ensemble dans certains domaines et faire beaucoup plus ensemble. Et là, il faut à la fois du sursaut et aussi du pragmatisme. Le scénario 3 et le scénario 5 vont dans le sens de plus d'Europe. Est-ce que vous ne trouvez pas là qu'il y a un paradoxe finalement de donner plus d'Europe à des citoyens qui en veulent moins? On voit notamment, je pense à la montée des nationalismes, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en France. Je pense qu'ils en veulent moins, non pas parce qu'ils pensent que l'Europe ne leur sert pas, mais parce qu'ils souhaiteraient que ce soit plus efficace et fait différemment. Ils ont envie d'avoir des preuves d'Europe. C'est très paradoxal tout ça. Si je prends le cas de l'euro, par exemple, prenons le sentiment européen des Français. Il est modéré. Un tiers trouve que l'Europe est positive, un tiers qu'elle est négative, et un tiers ni positive ni négative. Si vous prenez l'attachement à l'euro, là vous montez tout de suite à des 70%. Donc il faut trouver un certain nombre de secteurs qui soient les secteurs plus positifs. Je dis pas, je saute pas sur ma chaise comme un cabri, comme disait le général de Gaulle en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Je dis qu'il faut que faire plus, ce soit aussi faire beaucoup mieux, c'est-à-dire faire des choses qui soient très ciblées. Je vais donner un exemple. Dans l'action que je mène à la Commission, au fond, il faut toujours avoir, quand on est un responsable politique, un petit nombre de priorités. Après, vous faites des tas de choses, mais avec un petit nombre de priorités. J'en ai 3. 1, je ne souhaite plus d'austérité en Europe. Je veux que les politiques budgétaires, dont j'ai la charge de les surveiller, soient des politiques qui aident à la croissance. C'est ce que j'ai fait pour la Grèce, pour l'Espagne, pour le Portugal, pour l'Italie, pour la France, non pas en dehors des règles, mais faire en sorte que les règles soient appliquées de manière intelligente. Deuxième chose, c'est la Grèce. J'ai donné ma philosophie. Moi, je suis pour une success story grecque, une Grèce réformée qui reste dans la zone euro et qui crée de la croissance et de l'emploi. Et puis, le troisième exemple, je souhaite que l'Europe puisse lutter davantage contre la fraude et l'évasion fiscale. Et voilà un secteur où on est en train de marquer des points considérables. Je vais donner 2 exemples, un dans le passé, un dans le futur. Dans le passé, il n'y a plus de secret bancaire en Europe. On a installé partout l'échange automatique d'informations sur les comptes bancaires, mais y compris avec la Suisse, avec le Liechtenstein, avec Saint-Marin, avec Andorre, avec Monaco. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait avoir un compte en Suisse, comme on disait dans le temps, pas de peau mon vieux, on t'a tout de suite, parce qu'on a trouvé. J'ai eu un ministre délégué il y a quelques années, quand j'étais ministre de l'économie et des finances, qui, semble-t-il, avait un compte en Suisse. Aujourd'hui, ça ne durerait pas 4 mois pour arriver à le trouver. Il suffirait de passer un coup de fil. Donc, je préfère nettement ce type de système. Et puis, deuxième exemple, pour plus tard, on est en train de préparer une liste noire de paradis fiscaux européens pour la première fois, et elle sera prête à la fin 2017. Donc, il faut trouver des sujets qui montrent que l'Europe est utile et qu'elle est nécessaire.
Effectivement, sur l'évasion fiscale, justement, le Brexit quand même complexifie les mesures que nous voulons prendre sur l'harmonisation fiscale. Effectivement, Londres et la City, plus exactement, est considéré comme un des plus grands paradis fiscaux au monde, étant donné qu'ils détiennent quand même les îles Caïmans. Et donc, comment allons-nous lutter contre cette menace qui est en fait à nos frontières directes? D'abord, les îles Caïmans, c'est pas toute la Grande-Bretagne quand même, les Virgin Islands non plus. Juste la City. Ni Jersey, Guernsey. Alors la City, c'est autre chose. C'est pas un paradis fiscal non plus. En matière de coopération dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, je pense que la Grande-Bretagne, y compris après le Brexit, sera un partenaire très fiable. En revanche, il faudra qu'on parvienne à avoir une liste de paradis fiscaux qui touche les vrais paradis fiscaux, sans tabou. Comment est-ce qu'on va faire? On va le faire comme on est en train de le faire, c'est-à-dire avec un screening à partir d'un certain nombre de critères de 90 pays qu'on a identifiés, et ce sera un groupe qu'on appelle le groupe Code de conduite qui va sélectionner les pays. Le Conseil ensuite devra bien le constater. Après, je ne peux pas donner la suite parce que je ne connais pas encore la liste. Si je la connaissais maintenant, je serais de mauvaise foi. On va maintenant parler d'écologie et plus particulièrement de prix du carbone. Aujourd'hui, en Europe, sur le marché du carbone, le prix de la tonne est environ à 8 euros. Et là où la plupart des économistes et des ONG s'accordent pour dire qu'un prix réellement efficace et réellement efficace sur donc, les émissions de CO2 serait aux alentours de 30 euros. On voit la difficulté de l'Union européenne de légiférer, pas forcément de légiférer dans ce domaine. Comment, finalement, on va sortir de cette impasse écologique qu'on voit et qu'on constate au Parlement européen, notamment? Ça montre très bien dans quel domaine il faudrait aller plus loin ensemble. Celui-ci en est un. Je suis commissaire à la fiscalité et je vous dis, il y a des choses qui sont assez faciles et efficaces. Faciles. Quand arrivent des scandales, on est bien obligé de réagir. Et donc les États membres le comprennent. Par contre, pour ce qui est de la fiscalité écologique, l'idée d'une taxe carbone, quand j'arrive devant mes collègues, je ne vais pas les dénoncer, chargés du secteur, parce que je ne le suis pas, ils me répondent gentiment, on verra ça en 2018, 2019, 2020 et plus tard. Donc à vous de les convaincre. Mais effectivement, sur l'écologie, en fait, est-ce que vous pensez que... oui, en fait, on ne peut pas aller tous ensemble vers quelque chose d'écologique, mais est-ce que vous pensez que, par exemple, juste la France et l'Allemagne pourraient s'allier sur... Je pense que la France et l'Allemagne, quand on n'est pas capable de faire des choses à tous, il faut... par exemple, on parle harmonisation fiscale, que ce soit dans le domaine écologique ou dans le domaine social, ou dans le domaine de la fiscalité du travail, de la fiscalité d'entreprise. Nous n'avons aucun moyen d'imposer à un pays des taux d'imposition. Aucun. Tout le monde, par exemple, parle de l'Irlande. Moi, je suis allé en Irlande il n'y a pas longtemps. On me pose la question, est-ce que vous allez revenir sur notre taux à 12,5 ? Est-ce que vous êtes pour un taux d'impôt minimal sur l'impôt des sociétés ? Peu importe que je sois pour ou que je sois contre, ça n'a pas d'importance, je ne peux pas le faire. Puisqu'on va me répondre non, souveraineté fiscale. Donc, dans ces domaines de souveraineté, il faut qu'à l'harmonisation générale se substituent des efforts de rapprochement, notamment de rapprochement franco-allemand. Par exemple, sur le taux de l'impôt sur les sociétés, je crois que c'est nécessaire. Également, en matière d'action écologique et pourquoi pas de fiscalité écologique. Donc, il faut que ceux qui sont les plus puissants soient capables de donner l'exemple et de se rapprocher. Mais il y a des choses qu'on a faites, notamment dans le cadre des accords de Paris, dits de la COP21, notamment dans le cadre du financement de la lutte contre le réchauffement climatique. On ne le sait pas assez, mais l'Europe est de loin le principal contributeur mondial. J'étais à Baden-Baden le week-end dernier, où il y avait la réunion de ce qu'on appelle le G20 Finance, les ministres de l'économie et des finances des pays du G20. Je représentais l'Union européenne. Et on a vu arriver les Américains de Donald Trump pour la première fois. Ça n'a pas été la meilleure réunion où j'étais. Ce n'est pas non plus la catastrophe. Mais enfin, quand on est arrivé au communiqué et qu'on a voulu dire que tout le monde était attaché au multilatéralisme, on dit un multilatéralisme, on en reparlera plus tard. Quand on a voulu dire que nous étions attachés à des économies ouvertes et à lutter contre le protectionnisme, on ne voudrait pas qu'il y ait le mot protectionnisme dans le communiqué. Et puis, troisième chose, changement climatique, lutte contre le réchauffement climatique, accord de Paris, non. Donc, il ne faut surtout pas se laisser empêcher par le reste du monde et il faut que les Européens restent attachés à tout ça. Mais en fait,
Déjà, pourquoi l'Europe en fait n'investit pas dans l'innovation? Effectivement, nous en sommes qu'à 10%, là où le Canada en est à 90% dans la recherche, enfin, dans le budget pour la recherche et l'innovation. Donc, par exemple, pour l'écologie, il serait bon de faire quand même de la recherche. Mais le plan Juncker est fait pour ça. Le plan Juncker, c'est pas un plan, une sorte de caisse dans laquelle on puise pour faire n'importe quoi. Le plan Juncker a 3 priorités, 3 seulement, 3,5 en réalité. La première, c'est tout ce qui est numérique. La deuxième, c'est tout ce qui est nouvelle mobilité. Et la troisième, c'est tout ce qui est efficacité énergétique. Et les investissements plan Juncker sont faits pour ça. Et puis la quatrième, c'est quand même tout ce qui est capital humain, innovation, éducation, recherche. Donc c'est là où il faut développer les choses. Oui, mais ce plan Juncker n'est pas encore suffisant, effectivement, avec les 117 milliards que vous aviez débloqués et que vous revendiquez avant 2017. Ça ne représentait que 4% de l'investissement européen. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut à la fois le prolonger, l'étendre et le rendre plus efficace. Et j'en reviens toujours à mon idée de budget zone euro. Et comment le prolonger? Ça a été décidé déjà, puisque c'est 315 jusqu'à la mi-2018, c'est 500 milliards jusqu'en 2020, et j'imagine que la commission suivante proposera qu'on l'étende. Et moi, je pense qu'il faut faire, en réalité, encore plus. J'avais fait un rapport au Premier ministre quand j'étais parlementaire. Pendant 4 mois, je suis revenu à l'Assemblée nationale entre mon passage comme ministre des Finances et la Commission européenne. Et c'était un rapport sur l'investissement. J'avais estimé qu'on avait un retard d'investissement de minimum 1000 milliards sur 10 ans. Donc il faut du Juncker continue. C'est pas 3 ans et puis on arrête. C'est 5 ans et puis on continue. Et donc vous avez parlé d'un budget européen. Est-ce que ce budget européen, il va vers une mutualisation des dettes, si je peux le dire comme ça? Il n'y a pas en Europe d'accord sur la mutualisation des dettes, mais c'est une autre façon de dire les choses. Mais est-ce que Oui, d'accord. Et donc, pour reprendre en fait le thème des présidentielles, quel programme quel programme politique européen vous correspondrait-il le mieux? Je disais que j'avais fait le tiercé dans le désordre. Et donc, en fait, je sors la Cour des comptes et la Cour de justice, qui sont des institutions éminentes, encore que je sois même un membre de la Cour des comptes française, mais pas de la Cour des comptes européenne. Et donc, j'ai été au Conseil des ministres, j'ai été au Parlement européen, je suis maintenant dans la Commission. Il y en a une pour laquelle je ne suis pas candidat, cette fois-ci, vous l'avez remarqué, c'est le Conseil européen. Et c'est aux candidats eux-mêmes de dire quel programme ils défendent. Mais si j'ai quand même quelques, non pas conseils, mais quelques idées sur la question. Il y a ce que cette commission combat, qui s'appelle le populisme, et il y a ce que je ne veux pas, ni pour l'Europe, ni pour la France, parce que je trouve ça dangereux. Et c'est très simple, je sais dans quelle région je suis, je sais aussi le devoir des réserves qui est le mien, mais il y a un programme, celui du Front National, je crois que vous recevrez un de ses représentants tout à l'heure, et tous les autres. Et le programme du Front National est différent parce que c'est la sortie de l'Europe et c'est la sortie de l'euro. Et ça, c'est à la fois la fin de l'Europe, parce que l'Europe sans la France, ça ne veut rien dire, et c'est aussi l'appauvrissement de la France. Qu'est-ce qui se passe le jour où nous décidons de sortir de l'euro? Contrôle des capitaux, fuite des capitaux, perte de confiance, défaut sur la dette, augmentation des taux d'intérêt, inflation. D'ailleurs, l'inflation et les taux d'intérêt, je le signale, ça pèse d'abord sur ceux qui sont les plus modestes. C'est une catastrophe pour l'Europe et c'est une tragédie pour la France. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Après, si j'ai un conseil à donner aux autres, c'est respecter les règles, parce que ces règles sont des règles de bon sens. Quand on a moins de déficit et moins de dette, on a plus de marge de manœuvre pour financer les services publics intelligents. C'est qu'il y a un rapprochement franco-allemand qui peut se faire avec le vainqueur des prochaines élections allemandes, que ce soit Angela Merkel ou Martin Schulz, 2 Européens qui, à ce moment-là, auront l'opportunité d'aller plus loin. Et c'est 3, sur cette base-là, avancer sur la zone euro et construire notamment ce fameux budget de la zone euro avec une gouvernance plus démocratique de la zone euro. Celui qui défend ce projet, en matière européenne, parce que ce n'est pas la seule question d'une élection présidentielle, vous le comprenez, il a ma sympathie. Et donc, après TF1, après BFM TV et après RTL, nous allons tenter à notre tour de vous demander est-ce que vous allez soutenir M. Emmanuel Macron lors des prochaines présidentielles? Je vais vous donner une réponse
commode, puis je vais essayer quand même de m'en échapper, parce que sinon, je vais dire vraiment que c'est la langue de bois terrible. D'abord, je ne soutiendrai personne, parce que je suis commissaire européen, parce que j'ai une forme d'indépendance, et parce que, en plus, honnêtement, dans d'autres élections présidentielles, j'ai été un homme politique, j'avais une idée extrêmement claire, là, c'est un petit peu plus flou. Et le débat sur TF1 m'a éclairé un peu sur les personnalités, c'était intéressant, mais assez peu sur les programmes, pour le moment. Bon, deuxième chose, ça c'est pour la langue de bois, avec quand même un petit zeste quand même de précision. Deuxième chose, je suis un homme de gauche et un Européen, je suis un membre du Parti Socialiste. J'aimerais que ceux qui sont de gauche soient plus européens et ceux qui sont européens soient plus de gauche. Donc, je cherche encore, mais il reste 34 jours. Voilà le profil de mon candidat. C'est ce qu'il a toujours été. C'est un social-démocrate européen. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tout à fait ce prototype dans cette élection. J'espère que vous allez trouver, non? Je vais trouver, comme vous tous, vous allez trouver. Et puis, après, on va se rassembler. Mais je pense que, bon, après, c'est vrai qu'il y a des préférences, il y a des sympathies, il y a des engagements. Mais je le répète, sur l'Europe, il y a une candidate, il y a un parti, et il y a tous les autres. Et au final, si la candidate de ce parti devait se trouver au deuxième tour, je ferai naturellement partie, comme toujours, de ceux qui voteront pour que ce parti n'accède pas aux responsabilités, ne torpille pas la France comme il torpillerait l'Europe. Merci pour vos réponses. On arrive maintenant donc au terme de cet entretien et l'Eurodébat va pouvoir commencer. Je vous demande de rester cependant assis jusqu'à la sortie de notre invité. Merci. Merci beaucoup.